2025. Je vous l'ai dit, la transition serait brève, le temps de changer de plateau et de retrouver Dominique Laporte. On va parler à nouveau d'œnologie, puisque c'est la petite leçon d'œnologie avec Dominique. Bonsoir. Bonsoir Jean-François. Tout va bien? Très bien. Alors, ce soir, à nouveau, des invités sur le plateau que vous allez découvrir. Certains dont vous connaissez le visage, inutile de les présenter. Quels vins vont être dégustés ce soir et appréciés par nos invités? Alors, on va débuter par un vin donc, du Gard sur les collines de Bourdic avec un vionnier. Ensuite, nous irons donc, dans le l'Aude sur un assemblage à base de grenache et de très vieux carignan planté il y a une centaine d'années. On aura ensuite un vin des Grès de Montpellier. Et ensuite, nous terminerons avec le Roussillon, donc avec un vin produit à côté de Canet. Vous serez là demain soir aussi? Exactement, pour la dernière. Pour la dernière, ce sera demain soir. Donc, vous êtes chez vous. Venez profiter des conseils, de cette belle démarche de quelqu'un qui aime beaucoup les vins sud de France et de la région, qui est Dominique Laporte. On est en direct pour l'instant. On est ensemble, combien? 20 minutes? 30 minutes? À peu près, oui. À peu près, à peu près, à peu près. Donc peut-être 40 minutes, non, allez non. savoir. Allez, je vous laisse dans ses mains expertes. À tout à l'heure, Dominique. Bonne dégustation à vous. Alors, je vais déjà vous servir le premier vin. Donc là, il s'agit donc d'un vionnier des collines de Bourdic, donc qui est produit bien sûr dans le Gard. Alors le vionnier, c'est vrai que c'est un cépage un peu particulier parce que très aromatique. Alors on va commencer d'abord par la vue, on ne va pas le sentir, on va faire les choses dans l'ordre. Juste une seconde. Donc je vous sers déjà. Voici. Donc, puisque c'est quand même une leçon d'œnologie, donc on va commencer par toutes les phases. Donc d'abord on va démarrer par la couleur. Et là donc sur ce vin, on a une particularité, c'est qu'on est sur un cépage particulier qui s'appelle le vionnier. Et le vionnier est un cépage qui est originaire du nord de la vallée du Rhône, notamment dans une fameuse appellation qui s'appelle Condrieu, donc chez nos voisins rhodaniens, où il donne une expression très particulière, parce que ce sont des vins qui sont très aromatiques, très puissants, avec beaucoup d'onctuosité, de velours, tout en restant un vin sec. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre résiduel, mais par contre beaucoup de velours, beaucoup d'onctuosité. Et on a même une tendance un petit peu amère, qui est bien enrobée justement par la tendance veloutée qu'apporte ce vin. Au niveau des couleurs, généralement on est sur des cépages qui ont des colorations assez marquées pour des vins blancs. Là, un tout petit peu moins par rapport à ce qu'on a sur des vionniers donc de nos voisins rhodaniens, pour une raison simple, c'est qu'on est donc dans une zone assez fraîche, donc on est dans les Cévennes, et on a la particularité d'avoir des températures journalières donc assez élevées, mais par contre la nuit des températures beaucoup plus fraîches. Ce qui fait qu'on va avoir une maturité qui va être très très lente, et du coup on va conserver un peu plus de fraîcheur, de minéralité dans les vins, et surtout ça va apporter une acidité qui va lui apporter le support nécessaire, à la fois pour rafraîchir et pour bien vieillir par la suite. Alors que si on fait des maturités dans des temps plus restreints, c'est-à-dire des temps plus courts, sous une chaleur très forte, on aura des raisins certes beaucoup plus mûrs, comme tout fruit en fait, ils mûriront beaucoup plus, mais on va perdre en fraîcheur et en minéralité, on aura des vins qui seront un peu plus lourds, peut-être un peu plus parfumés, mais moins plaisants au niveau de l'équilibre. Donc c'est là la grande force aussi de ces terroirs d'arrière-pays pour faire des beaux vins blancs. Alors on a vu cette couleur, donc où on est plutôt sur une couleur jaune de moyenne intensité, voilà, paille, mais surtout avec des reflets un petit peu verts encore. Pourquoi? Parce qu'on est sur un vin qui est relativement jeune. Donc c'est normal qu'on ait encore des reflets légèrement verts. En vieillissant, il prendra des couleurs un petit peu plus orangées, voire brun quand ça va vieillir. Donc vous voyez, toujours une très belle brillance. On voit qu'il est quand même très lumineux. À la surface, vous voyez, de ce qu'on appelle le disque, c'est la surface du vin. On voit qu'il y a un renvoi de la lumière qui est très important. Alors c'est vrai que sous la chaleur du plateau ici, il y a encore plus de lumière, vous allez me dire. Mais par contre, on a vraiment une belle luminosité. Ça, c'est signe de bonne santé d'un vin. Alors, on parle sans arrêt, donc quand on déguste des vins, on parle notamment des fameuses larmes. Mais comme on l'explique depuis le début de la semaine, ce n'est pas ça qui va vous aider à trouver un vin, ou ne serait-ce que vous donner le degré alcoolique ou la quantité de sucre qu'on aura dans ce vin. Donc, il ne faut pas y prêter une grande attention, ce n'est pas ça qui va vous aider pour la suite. Alors, on va profiter de ce vin d'abord en le sentant, mais sans le remuer, puisqu'on va essayer de percevoir d'abord la fraîcheur et la délicatesse. C'est pour ça, il faut prendre le verre, donc l'incliner légèrement vers vous, et sentir sur le haut du verre. Et petit à petit, vous allez rentrer votre nez à l'intérieur du verre pour sentir quelque chose de plus puissant. Vous voyez, donc sur le bord du verre, on a quelque chose de très délicat. C'est plutôt floral. Des petites fleurs blanches, je ne sais pas si vous ressentez ces notions-là. Et quand vous rentrez beaucoup plus profondément dans le vin, plus de fruits, un peu plus de maturité, même de sucrosité. On est quasiment sur une impression de douceur. Vous sentez cette différence? Alors maintenant, on va faire une chose. On va oxygéner comme ceci donc le vin. On va bien le remuer pour faire rentrer justement de l'oxygène, pour éclater les molécules aromatiques et développer sa dimension et son expression. Alors, est-ce qu'on ressent la même chose ou pas? Non. Qu'est-ce que vous lui trouvez de différent, madame?
Qu'est-ce qu'il a de différent? Les senteurs sont plus prononcées. D'accord. Est-ce qu'au niveau des odeurs, on était sur le côté un peu plus floral au début? Est-ce qu'on est resté sur la fleur ou on est plus sur du fruit ou des épices ou autre chose? La fleur sur le haut, oui. Et une fois oxygénée maintenant, plus de fruits peut-être? Oui, beaucoup plus de fruits. Et vous avez l'impression aussi qu'on n'est pas tout à fait sur le même vin, c'est-à-dire qu'on a un vin plus mûr, plus généreux. C'est quand même assez impressionnant. Ah, excusez-moi, il fait relativement chaud sous le plateau, hein. Alors on va maintenant le sentir et essayer de retrouver des arômes particuliers dans ces fruits. Est-ce qu'on est plutôt sur des connotations agrumes ou au contraire des fruits type par exemple pêche, abricot, agrumes plutôt? Agrumes pour vous? Monsieur, vous êtes d'accord ou pas? Alors on n'a pas tous la même, on va dire le même bagage aromatique en matière de culture aromatique. Donc certains vont être plus sensibles à des odeurs qu'à d'autres. Vous êtes agrumes? C'est vraiment... Non? Pas du tout. C'est quoi? C'est plus du fruit pour vous, monsieur? Quel type de fruit? Est-ce que si je vous dis, par exemple, pêche, abricot, est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Est-ce que si je vous dis, je ne sais pas, de la pomme, de la poire, des choses comme ça? Peut-être pomme. D'accord? On va voir ces messieurs s'ils sont d'accord. Vous êtes sur quelle gamme aromatique, vous concernant? Plutôt de la poire. Poire ou pomme. Donc c'est mûr, mais sans être non plus quelque chose de très sucré. C'est vrai qu'on a quelque chose de mûr, mais qui reste assez délicat. Bon, très bien. Moi, je trouve aussi ces connotations assez pommes quand même, mais j'ai des petites connotations aussi légèrement abricotées. Mais plutôt un abricot frais, pas un abricot très mûr, si vous voulez. Exactement, on a un peu de sucre qui ressort, vous avez raison. Alors maintenant, on va le déguster. Et pour le déguster, il faut prendre un petit peu d'oxygène en même temps pour pouvoir justement augmenter la dimension aromatique aussi et le faire circuler sur toute la langue. Alors, ce n'est pas super élégant quand on le fait, mais ça a un intérêt, c'est de pouvoir le déguster pleinement. Alors, on prend cette petite gorgée, on va l'apprécier. Alors, bien sûr, on peut recracher, tout à fait. Sachez que avaler ou recracher, ça ne changera pas vos perceptions, parce que tout se passe dans la bouche. C'est là où on a les capteurs, justement, qui vont ressentir la structure du vin. Alors d'abord, je pense qu'au niveau de ce que vous avez ressenti au tout début, vous avez d'abord eu une impression un peu crémeuse, un peu onctueuse. Très rapidement, un côté nerveux, un peu acidulé sur le milieu de la langue. Et là, à la fin, on a un tout petit peu d'amertume, et on a l'impression qu'il y a comme de la rugosité sur notre langue maintenant. Comme des petits grains. Alors c'est l'acidité, mais c'est aussi l'amertume. Et il y a ce côté aussi un peu tannique. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que les vins blancs n'ont pas de tanin, ce qui est vrai d'une manière globale, mais si vous laissez la peau macérer, et suivant la variété utilisée, par exemple ici pour le vionnier, vous allez avoir un petit peu de tanin quand même. C'est-à-dire que ça va apporter de l'onctuosité, de la rugosité sur la langue. Et c'est ce qui va lui donner du volume. C'est qu'on a l'impression qu'on a un vin qui remplit bien la bouche, qui est très onctueux et bien volumineux. Au contraire de certains vins issus d'autres cépages qui vont paraître beaucoup plus minces, beaucoup plus élancés. Est-ce que déjà ce goût vous plaît? Oui? Ça vous plaît? Alors maintenant, on peut aussi faire une petite chose. Quand on parle de dégustation, vous avez déjà entendu parler certainement de certains œnologues ou sommeliers qui vont vous parler d'un vin et de sa persistance. Alors on va vous dire, le vin a une persistance aromatique intense de 3 caudalie, 4 caudalie. Alors souvent, quand on n'est pas dans le vin, on va les regarder avec des yeux ébahis en se disant, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? En fait, c'est lorsque vous avez, si vous voulez, le vin en bouche, il est sous une forme d'un certain équilibre qui va être composé par son acidité, son moelleux, son éventuel sucre et ses éventuels tanins ou amers. Ça va donner, on va dire, sa photographie. Et lorsqu'il est en bouche, donc on a ce fameux équilibre, mais quand on va l'avaler ou le recracher, on va avoir un changement qui va s'opérer. Mais pas tout de suite. Ça va durer quelques temps. Et donc ça se mesure avec une unité de mesure particulière qui sont les caudalies. Alors sauf que les caudalies, rassurez-vous, une caudalie c'est une seconde. Donc il n'y a rien de très scientifique, mais souvent on a eu tendance à croire qu'on était dans un monde particulier où on ne devait pas employer le même langage que les autres, et à cause de ça, des gens se sont détournés un peu du vin, pensant ne pas être suffisamment compétents pour le comprendre. Mais en fait, c'est très simple. Si vous voulez, on peut s'amuser à faire cette petite opération. Alors prenez-en une toute petite gorgée que l'on va avaler, et on va essayer de ressentir un petit peu justement ce qui se passe. Alors on prend du vin et on va le garder en bouche, hein. Là, on avale maintenant. Et on ressent ce qui se passe. Vous voyez, au bout de 5 secondes, on sent que l'amertume devient plus agressive et on perd de l'onctuosité, on perd de la rondeur. On est vraiment sur quelque chose qui devient un peu plus désagréable en termes d'équilibre. Donc il lui a fallu à peu près 5 secondes pour changer de comportement. Donc ça veut dire que la persistance aromatique intense de ce vin est plutôt moyenne,
C'est une bonne intensité pour un vin blanc, 5 secondes, c'est très bien. Et ça veut dire donc 5 Caudalie, ou 5 secondes. Donc maintenant, vous pourrez l'employer et le dire en dégustation. Ça fera mieux comme ça, c'est bien. Alors par contre, une fois qu'on l'a trouvé, vous allez me dire à quoi ça peut bien nous servir maintenant. Maintenant qu'on a ça, ça nous sert à quoi, d'après vous? À dire que le vin est bon ou qu'il n'est pas bon? Non? Alors ça dépend des qualités du vin, vous avez tout à fait raison. En fait, si vous voulez, vous avez des vins qui vont durer 2-3 secondes qui seront d'excellente qualité, d'autres qui vont durer 8 secondes qui seront aussi d'excellente qualité. En fait, ce que ça va donner, si vous voulez, en termes de comportement, au niveau de sa longueur, ça va être surtout, moi j'aime dire souvent un peu son échelle sociale. C'est-à-dire qu'un vin court, c'est un vin à boire en simplicité, avec des mécènes dans une occasion simple. Par exemple, prenez un vin primeur, puisque ça a commencé il y a quelques jours, les vins primeurs en IGP, donc en vin non appellation. Ce sont des vins qui sont relativement fruités, relativement faciles à boire. Mais cela dit, à cette époque de l'année, avec une petite charcuterie, avec des amis, c'est très sympathique, et ça reste un bon vin. Par contre, si on prend des vins qui ont beaucoup plus de persistance, comme celui-ci en l'occurrence, on va avoir tendance à lui préférer des plats plus travaillés, des plats plus nobles peut-être. Et on le servira peut-être avec certains invités qui seront peut-être un peu plus connaisseurs. On va vraiment travailler un peu plus sa recette aussi, sortir peut-être des plus beaux verres, mettre une table différente. Donc on va adapter par rapport à ça. Et du coup, par rapport à ces structures aussi et sa persistance, ça va nous donner des idées de plats. Là, en l'occurrence, à quel moment de la journée vous le consommeriez? À table? À l'apéritif? À l'apéritif? C'est vrai qu'il est tellement aromatique qu'on a envie de le boire à l'apéritif. C'est tellement extraverti et tellement parfumé qu'on a vraiment plaisir à le boire à l'apéritif. Mais si vous deviez mettre un plat avec ça, un poisson, oui, coquillage. Alors coquillage parce qu'il est jeune, qui a un peu de fraîcheur, mais j'irais plus sur des poissons, voire même sur des chairs un petit peu résistantes. Par exemple de la lotte. Vous mettez une bourrite de lotte avec ça, c'est très bien. Ou avec une chair aussi un peu résistante comme la lotte, vous aurez les sèches, ou par exemple aussi le homard, où vous avez besoin de mastiquer un petit peu, de mâcher beaucoup plus. Alors qu'en l'occurrence, vous ne servirez pas ça avec du cabillaud, parce qu'il aura tendance à couvrir le cabillaud. Donc il faut aller avec quelque chose qui va pouvoir le suivre et résister. Alors on va maintenant poursuivre avec le premier vin rouge. Alors là, on va avoir une comparaison, si vous voulez, au niveau des vins rouges. Et vous allez voir un peu la particularité donc, de ces vins. Nous avons ici donc, un vin issu d'un assemblage où il y a en fait du Grenache et du Carignan. Alors, sauf que les Grenaches ont été plantés dans les fin des années 60. Par contre, vous avez les Carignans qui ont été plantés en 1904. Donc des très vieux Carignans. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir des vieux cépages, des vieux Carignans? Si vous voulez, il ne faut pas voir la chose d'une manière négative. Quand on dit vieux ou vieille vigne, par exemple, c'est une connotation très positive. Alors que pour le consommateur, le fait d'écrire vieille vigne peut donner une indication, si vous voulez, qui va faire peur, se disant c'est peut-être un vieux vin du coup. Alors on a du mal à interpréter. Il faut savoir que plus la vigne est vieille, plus les racines descendent dans le sol. Et ce qui fait que plus elles vont descendre dans le sol, plus elles vont rencontrer des minéraux différents en fonction des couches de sol qu'elles vont rencontrer. Et ça va donner une complexité particulière au vin qu'on n'aura pas forcément dans des vins jeunes où les racines sont très superficielles. Donc plus on descendra en profondeur, plus on aura de la complexité dans les vins. Alors déjà, regardez un petit peu la couleur de ce vin. Donc ici, on est sur une couleur rouge, certes, mais quel type de rouge? On est plutôt sur un grenat. Voilà. Un grenat d'une bonne intensité colorante. On a quelque chose d'assez intense. On a du mal à lire à travers. Par contre, il y a certains vins qui existent sur le marché qui sont beaucoup plus sombres. Donc on ne peut pas dire qu'il est très intense, mais il est d'une très bonne intensité. On n'est pas dans le maximum de ce qu'on peut avoir sur le curseur des couleurs de vin. On voit aussi sur les bords du disque une très légère décoloration. Donc on se dit que le vin n'est pas un vin de l'année, mais qu'il a peut-être 1, 2, 3 ans d'évolution. En l'occurrence, pour celui-ci, nous sommes sur millésime 2011. Donc ce qui lui fait 3 ans. Donc c'est normal qu'on ait un début d'évolution de la couleur. Quand un vin est jeune, il a des couleurs un peu bleutées sur les vins rouges, et il prend des couleurs un peu plus brunes, orangées quand il vieillit. Alors les larmes, contrairement à tout à l'heure, vous voyez, elles sont légèrement colorées, alors que sur le vin blanc, bien sûr, elles étaient transparentes. Et maintenant, on va procéder de la même manière que tout à l'heure, on va sentir, sans aérer, dans le haut du verre, et ensuite dans le bas du verre, et après on va aérer. Alors, ça vous évoque quoi comme type d'arôme? Est-ce que c'est intense? Est-ce que c'est moyennement intense? Ou c'est délicat? Intense. Vous le trouvez donc très parfumé, c'est ça? C'est parfumé. Est-ce qu'il y a une odeur qui vous donne
une indication particulière que vous arriverez à nommer, par exemple? Est-ce que vous êtes plutôt la mûre, donc vous êtes plutôt sur des fruits noirs? Oui. Fruits rouges, alors fruits rouges, ça serait plutôt framboise, groseille. Donc vous sentez une forme de fraîcheur, d'acidité dans ce vin. Parce que quand on sent des fruits rouges, c'est qu'on sent de la fraîcheur. Alors que si on sent des fruits noirs, c'est plutôt du surmûri, des impressions un peu compotées souvent. C'est plutôt compoté quand ce sont des fruits noirs. En l'occurrence, là, c'est vrai qu'il y a une belle acidité, donc plutôt des fruits rouges, je suis d'accord. Si on fait abstraction maintenant des odeurs de fruits rouges et de fruits noirs que l'on a ressentis, on sent d'autres odeurs. Et on est plutôt sur des odeurs d'épices. Une odeur un peu poivrée même quasiment. Poivre et épices douces aussi, on a un peu de rondeur derrière. Et plus on va aérer le vin, plus on va augmenter l'expression aromatique. Et au fur et à mesure qu'on écarte les odeurs isolées et ressenties, on va en trouver d'autres. Donc c'est un peu le but de ce type d'opération. Alors maintenant, on va le déguster et voir son comportement en bouche. Alors, comment est ce vin? Ça change d'un vin blanc, c'est sûr. Il y a moins d'onctuosité, moins de rondeur que ce qu'on a sur les vins blancs. Alors ça paraît avoir davantage d'alcool, je suis d'accord avec vous. Pourquoi? Parce qu'on est sur des vieilles vignes aussi où il y a des rendements très faibles. Un rendement très faible, si vous voulez, c'est que chaque pied de vigne va produire que très peu de raisins. Et du coup, forcément, ça va concentrer. Et là, on est allé sur des maturités très bonnes, donc on a forcément une notion un petit peu plus chaleureuse aussi. Un petit peu plus confit peut-être. Alors c'est vrai que là, on est sur des terroirs assez chauds et assez bercés par le soleil, avec un terroir aussi qui accumule de la chaleur, puisque nous sommes dans les Corbières. Donc du coup, on est vraiment sur des zones où le raisin arrive à pleine maturité. Et forcément, quand c'est mûr, c'est plus doux, c'est plus expressif, plus aromatique, mais aussi, le revers de la médaille, c'est que c'est un tout petit peu plus alcoolisé en termes d'impression gustative. Mais pour autant, on n'est pas sur quelque chose de très riche en alcool, puisque nous sommes sur 14,5. Mais vous allez me dire, maintenant, la plupart des vins se situent entre 13 et 15. Les vins à 11 ou 12, comme on avait par le passé, c'est terminé, puisque maintenant, on essaie de récolter les raisins mûrs pour avoir plus de goût. Et qui dit plus mûr, dit plus tard, et dit plus de sucre dans la baie de raisin, et ce sucre ensuite se transforme en alcool. Et il faut savoir que quand un grain de raisin contient une certaine quantité de sucre, il lui faudra 17 grammes de sucre pour faire 1 degré d'alcool. Donc plus vous attendez, plus vous allez augmenter la quantité potentielle d'alcool dans un vin. Alors celui-ci, donc vous le trouvez comment? En termes de tanin, en termes de structure? Est-ce que c'est un vin léger, un vin puissant? Puissant. On sent bien les tanins, mais ils ne sont pas agressifs. C'est-à-dire qu'ils sont bien enrobés aussi grâce à cet alcool. Ils sont bien enrobés. On n'a pas de choses excessives. On a un vin qui est plutôt homogène, même si on sent qu'il est bien structuré, qu'il a un corps, une charpente assez marquée, assez puissante. Alors on va s'amuser à le déguster maintenant, à le comparer avec un autre vin de la région. Donc là, nous allons évoluer sur les grès de Montpellier, que voici. Pardon. Donc ici, domaine Roquemal, en grès de Montpellier 2011. Et ici, il s'agit aussi d'un assemblage. Alors l'assemblage, là, vous allez avoir exactement, je ne sais pas de bêtises, une dominante de Syrah avec un peu de Grenache. Donc la Syrah, c'est beaucoup plus épicé normalement. Donc déjà, on va regarder si la couleur est différente ou si elle reste identique. On se rend compte qu'on est sur une couleur assez similaire, mais on y voit un petit peu plus d'intensité. C'est-à-dire qu'on reste sur un grenat, mais un tout petit peu plus intense. Pourquoi? Parce que la Syrah a une particularité, c'est qu'elle a énormément de pigmentation colorante dans sa peau, qui va donner une couleur beaucoup plus intense, beaucoup plus noire. On voit aussi un très léger changement de couleur ici sur le bord, où on n'est plus sur du bleuté, on est sur du rose qui commence à évoluer un peu sur du brun. Donc très légère évolution aussi au niveau de son âge. Alors on va le sentir maintenant. Alors j'entends monsieur qui dit « Ah non, c'est pas pareil. Hein. » C'est vrai que c'est pas pareil du tout. On n'est pas du tout sur le même registre aromatique, c'est clair. Qu'est-ce qui domine là? Est-ce qu'il y a une odeur qui vous attire comme ça le nez et que vous arrivez à nommer? Qu'est-ce que vous ressentez? Aérez-le, hein, comme ça vous allez porter un petit peu plus de complexité. Est-ce que vous ressentez des fruits rouges là? Non, pas de fruits rouges. Est-ce que vous sentez des fruits noirs? Peut-être un petit peu plus quand même. On sent que c'est plus mûr. Par contre, ce qu'on ressent, c'est un caractère un peu piquant. On a une impression un peu particulière, un peu comme des ronces, un côté un peu fougère. Donc c'est une petite connotation végétale. Et aussi, une note un peu poivrée aussi qu'on ressent encore. Donc ça, c'est forcément le terroir. Et le cépage aussi, parce que la Syrah, elle a des notions un peu végétales aussi, souvent assez marquées. Donc c'est assez
caractéristique de ce cépage. Alors on va l'oxygéner et ensuite on va profiter et le déguster encore. Alors sur un plan aromatique, c'est assez velouté aussi en bouche sur un plan gustatif. Il est moins comment, madame? Vous sentez cette différence, mais c'est difficile à nommer, hein. C'est pas évident. Moins tannique, moins tannique. Alors, il paraît un peu moins tannique peut-être, mais je pense qu'il a la même structure. Mais si vous voulez, c'est au niveau de son équilibre. Voilà, il a une structure qui paraît plus légère. Je pense qu'en termes de structure, il est aussi corsé que le précédent. Mais son comportement aujourd'hui lui donne l'impression d'être un petit peu plus léger parce qu'il est plus arrondi. On va dire que son équilibre du jour se comporte mieux. Alors que l'autre était peut-être encore un peu à attendre. Je pense qu'on l'a bu un tout petit peu trop tôt, alors que lui est parfait pour être consommé aujourd'hui. Il est plus ouvert. Oh, moi, je pense que celui-là aura un grand potentiel de garde. Vous savez, on est peut-être un peu passé à côté, mais c'est vrai que les vins, des fois, paraissent un peu minces et après, ils reprennent en structure. Et là, au contraire, je pense que vous avez vraiment de quoi le garder. Alors, on voit qu'on est quand même sur des vins avec des tanins, quand même, une belle structure, et on a envie de les manger avec certains plats, que ce soit le précédent ou celui-ci, plutôt des viandes rouges quand même. Voilà. Donc des viandes rouges, et vous savez que souvent, la meilleure des recettes pour mettre en avant un vin, c'est une viande tout simplement rôtie ou grillée. Donc vous faites par exemple une entrecôte grillée au barbecue, c'est parfait. Ou alors, vous faites quelque chose de rôti, vous faites un gigot d'agneau par exemple, vous faites un rôti de bœuf, et ça s'exprimera sans artifice. Après, c'est vrai que si le vin a quelques petits défauts qui nous gênent personnellement au niveau du palais, on va pouvoir arrondir par des ingrédients particuliers, par de la sauce, pour permettre de faire un liant et de le rendre à notre goût. Alors, on va déguster le dernier vin maintenant. Donc, nous allons partir visiter le Roussillon avec Château de Reille, donc avec le millésime 2012. Donc là, nous sommes à Canet en Roussillon. Donc forcément, la zone de Catalogne très chaleureuse. Pardon? On est sur le domaine Château de Reille. Et c'est sa cuvée donc s'appelle les galets roulés. Alors, que sont les galets roulés? Est-ce que vous savez ce que c'est les galets roulés? Alors justement, en principe, on se dit bord de mer, Canet, il va y avoir du sable. Mais justement, le nom de la cuvée évoque l'inverse. Vous êtes sur des galets roulés. Donc les galets roulés, ce sont donc des pierres qui ont été ramenées par les rivières et qui ont été brossées aussi, qui ont été arrondies par le côté fluvial. Par contre, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va permettre déjà une première chose, ça va être de drainer le sol. Donc quand il va pleuvoir, cette eau va descendre très rapidement dans le sous-sol et apporter une nourriture très en profondeur et obliger la vigne à aller très en profondeur et aller justement capter de la minéralité et un goût qui va lui donner une particularité aromatique exceptionnelle. Ce qui se passe aussi, c'est que ces fameux galets roulés, ils vont accumuler la journée de la chaleur, qu'ils vont restituer la nuit. Ce qui fait que votre raisin, il va mûrir et le jour et la nuit. Donc il va être intéressant pour avoir des maturités totales. Donc on va avoir ici une couleur, donc on est sur une dominante bien sûr de grenache. On va avoir une couleur qui pour un grenache est relativement intense, puisque nous sommes sur une couleur grenat, mais grenat encore avec des nuances un peu violettes, encore un peu de noir même dans la couleur. Il est très intense et il reste relativement jeune dans sa couleur. Il paraît nettement moins évolué que les vins précédents. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une bonne acidité naturelle qui a fixé cette couleur. Alors on va le sentir. Est-ce qu'aromatiquement, on est sur le même registre que les deux autres vins rouges précédents ou pas? Non, on a encore une autre version, une autre vision du vin, une autre vision du terroir et d'un cépage, bien sûr, très aromatique aussi. Là, par contre, je pense que ça vous évoque quelque chose de particulier au niveau des parfums, non? Est-ce qu'il y a des odeurs que vous ressentez? Moi, je suis vraiment très fruit noir là-dedans, dans ce que je ressens. On a l'impression un peu d'odeur confite. On est à la limite quasiment, alors sans exagérer, mais quasiment de la confiture. Vous savez, on commence à faire macérer et cuire un petit peu ces fruits. Comme quand on sort une tarte au mûr, par exemple, du four. On a cette impression un peu rôtie des mûres. Donc c'est très expressif et très puissant. Alors on va l'aérer pour voir si on a une diversité aromatique aussi. Et là, on se rend compte qu'en aérant, on va avoir un tout petit peu d'odeur légèrement végétale. On a un complément aromatique, c'est-à-dire qu'on a un peu plus de fraîcheur. On ressent un peu plus l'alcool aussi quand on l'aère, mais par contre, on a une touche un petit peu plus fraîche que ce qu'on avait sur le premier nez où on était vraiment sur du fruit noir. Alors on va déguster ce vin aussi. Alors comment est-ce que vous le trouvez ce vin?
en bouche. Il est dense, oui, c'est vrai, vous avez raison, il est très dense. On a vraiment l'impression d'avoir un vin solide, compact, avec une très belle puissance. Mais pour autant, il n'est pas agressif. C'est-à-dire qu'on sent qu'il est bien structuré, robuste, comme vous dites, oui, tout à fait. Mais par contre, on n'a rien qui dépasse. Ça reste un vin qui est quand même assez rond. C'est-à-dire qu'on n'a pas de rugosité dans les tanins. Ils sont bien enveloppés. On a beaucoup de charme, beaucoup de rondeur. Une fraîcheur qu'on ne sent quasiment pas, mais elle apporte justement un maintien et un support aromatique, sans pour autant être excessif. Donc c'est un vin qui est harmonieux aujourd'hui, parfaitement équilibré, avec encore un potentiel de garde. Et là, du coup, est-ce que vous iriez sur les mêmes styles de repas, les mêmes plats? Du fromage. Quel type de fromage, madame? Des fromages assez forts. D'accord? Oui. Oui, des fromages assez puissants. Alors, il est vrai que généralement, on sert le fromage par tradition avec le vin rouge. Alors moi, je vous invite à essayer justement les fromages avec les vins blancs, puisqu'il y a des choses extraordinaires, et ça permet aussi de revenir sur un peu de fraîcheur en fin de repas, et d'avoir quelque chose de désaltérant, et souvent qui fonctionne bien, parce que souvent on est avec des laits de vache qui ont pas mal d'onctuosité et de crémeux. Et c'est vrai que les vins rouges auront tendance, avec les tanins, à alourdir, si vous voulez, et à rendre l'accord un petit peu plus brutal, mais c'est une question aussi d'habitude. Et quand on a été bercé par ces habitudes, on revient toujours à nos premiers amours et à nos premières sensations. Donc Jean-François va nous rejoindre pour clôturer donc, cette dégustation. Vous avez vu donc, la diversité que nous avions donc, dans nos terroirs. Donc aussi bien ici donc, dans le Gard, on avait ensuite dans l'Aude, l'Hérault et bien sûr les Pyrénées-Orientales. Et vous voyez, chaque fois qu'on goûte des nouveaux vins, on se rend compte qu'on a toujours une expression et une expérience différente. Et ça, c'est la grande force des vins Sud-de-France et le Languedoc-Roussillon. Et oui, Dominique, on va recueillir quelques impressions peut-être. Oui. Madame, alors comment s'est passé cet apprentissage œnologique? Très bien, des découvertes, puis une autre analyse des vins. D'habitude, bon, j'aime bien le vin, j'aime bien associer vin et plat, et là, je serai beaucoup plus attentive. Merci. Formidable. Formation à poursuivre quand même. Formation à poursuivre. Tiens, c'est une question que je vais lui poser dans un instant. C'est intéressant comme question. Et vous? Moi aussi, j'ai appris pas mal de choses, mais bon, j'ai encore des progrès à faire certainement pour pouvoir reconnaître tous ces arômes que monsieur nous décrit chaque fois. Faut me laisser faire, hein. Le micro, s'il est là, on vous entend plus, mais là, on vous entend bien. Monsieur. Oui, alors par rapport au pélardon. Le pélardon, oui. C'est un fromage de la région. Exactement, des Cévennes. Il y a la version brebis, c'est surtout ça. Eh bien, vraiment, avec ça, il faut du vin blanc. Ah, ça, je suis d'accord avec vous, tout à fait. On est d'accord. Si vous voulez, pour moi, si on tenait compte des accords fromage et vin, je vous dirais qu'il n'y a quasiment que le Saint-Nectaire fermier qui se marie avec du vin rouge, et tous les autres fromages, il faudrait les servir avec du vin blanc. Mais bon, après, ça dépend bien sûr des goûts de chacun. Hein. Vous êtes d'accord, c'est ça l'essentiel. Pour monsieur, j'imagine que ça s'est bien passé, le peu loin du plateau. Vous êtes régalé, hein. Bon, alors demain soir, ce sera la dernière de Dominique. Exactement. Il y a quelques instants, merci encore Dominique, hein, parce que tiens, la question qui était posée à l'instant, parce que j'allais oublier que posait Madame. Oui. Est-ce que vous faites également en dehors de vos interventions ici en direct, hein, ici depuis la Foire de Montpellier, d'autres modules d'apprentissage pour découvrir les vins de la région? Bien sûr, je fais des formations comme ça, donc qui sont adaptées en fonction donc, de l'attente des gens. Et ensuite, on fait avec certains amis restaurateurs, notamment des soirées où on fait de l'apprentissage avec des thématiques, soit à table ou soit juste en dégustation. Où est-ce qu'on vous retrouve donc? Sur mon site, dominiquelaporte.com, tout simplement. Et là, on sait où vous allez? Exactement. Ok, ça c'est fait, ça c'est dit. Oui? Laporte. Dominique Laporte, meilleur sommelier de France. C'était en quelle année? 2004. 2004. Oui. Ça date un peu, mais donc du coup... Oui, mais on l'a qu'une fois le titre, on peut plus se représenter malheureusement. Il ne faut pas aller trop vite. J'allais dire justement qu'on a capitalisé, voilà. On a laissé mûrir Monsieur Laporte, etc. Donc il est forcément meilleur qu'il ne l'a été déjà en 2004 et meilleur ouvrier de France aussi. Au passage, donc on va s'approcher un petit peu de la caméra, me dit-on, parce qu'on va finir sûrement là-haut. Pour vous dire à nouveau que cette émission est enregistrée, que vous la retrouvez dans vidéo à la demande, c'est-à-dire que vous allez sur larégion.tv où vous êtes en ce moment, et à partir de demain, je pense, avec celui qui s'occupe du streaming ici, si ce n'est ce soir, eh bien, vous allez retrouver Dominique Laporte et cette dégustation. Prochain rendez-vous, ce sera tout à l'heure, 20h, en direct. On sera ici et ce sera une scène musicale, une petite scène sud de France, mais quels artistes? Ce sera Simon Savignoni et plus précisément Savignoni Trio. Je les quitte il y a quelques instants, hein, ils sont prêts, ils joueront plusieurs titres
Vous allez vous régaler. Rejoignez-nous. Ce soir, l'entrée de la foire est gratuite. On vous attend en direct depuis la foire de Montpellier et le stand de la région Languedoc-Roussillon. Merci Dominique. On dit bonsoir là-haut, je crois, puisqu'on me fait signe que oui, que non, je ne sais plus. Ici, là. Les deux. Et à demain. Merci. C'est à vous. Ouais, ça leur permet de chauffer, de se mettre en route, de se dire qu'on n'est plus au box Oui, je vous donne ça, oui. et qu'on va commencer à travailler. Hop. Allez, peux vous à montrer, volonté collègue. galop. Les bouchons de cela. Alors, on équilibre 2 ou 3 points comme vous Cela, oui. préférez. Et marche. Oh. C'est Voilà. un petit cadeau. Voilà. Voilà. Oui, bien J'ai sûr. 14 ans que je fais du cheval. Et j'ai Attendez. commencé quand j'avais 3 Oui, ans. madame, attendez, je Donc, vous réponds tout de suite. J'ai 16 ans et je Merci suis à en vous. formation Merci. CGEH. C'est conduite des bonnes choses. et gestion d'une entreprise. C'est pour ça qu'on les met en Le avant. but, en fait, c'est qu'à la fin du bac pro CGEH, on puisse monter notre propre structure nous-mêmes. C'est un métier passion, ça demande beaucoup d'investissement personnel. Ils sont là pour le cheval en fait. Voilà, que pour le cheval. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, ce serait devenir éleveuse, avec peut-être un centre équestre à côté et du tourisme équestre. La force des lycées agricoles, c'est de disposer de supports pédagogiques grandeur nature, et c'est le cas ici avec un CAPA Maréchal Ferrand. Donc c'est une formation sur 2 ans, technique et pratique, essentiellement avec un public masculin où on commence à avoir de plus en plus de jeunes filles. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de filles, mais moi je pars du principe que les hommes et les femmes ils sont égaux, donc je ne verrai pas pourquoi